Monsieur Gobin, avec Raoul Lucas, vous sortez le rapport Cousseran. En quelques mots, c'est quoi le rapport Cousseran? Alors le rapport Cousseran, Cousseran est un préfet qui a été nommé à La Réunion entre 1969 et 1972. Et en 1971, il a écrit un rapport à Michel Debré dans lequel il fait un état des lieux de la société réunionnaise. Et c'est ce rapport, donc l'Académie de l'île de la Réunion, société savante à laquelle j'appartiens, donc c'est ce rapport qui est publié avec un regard critique, donc apporté par moi en tant qu'historien, par Raoul Lucas en tant que socio-historien, par le géographe Mario Serviable, qui lui fait une présentation à proprement dit du rapport. Et puis on y a ajouté des témoignages, le témoignage des docteurs Jeanne et Michel André, qui ont participé à la fondation de la REP, le témoignage de Wilfried Bertil, qui a été élu en 1971 à la mairie de Saint-Philippe, Oui. donc acteur, géographe aussi, et enfin la conclusion est apportée par Monseigneur Gilbert Aubry, qui fait une conclusion prospective, c'est-à-dire que l'intérêt de proposer ce rapport, donc toutes ces personnalités font partie de l'Académie de l'île de la Réunion, c'est aussi de faire réfléchir la population réunionnaise et les élus sur ce qu'est la société d'aujourd'hui. En fait, j'ai utilisé ce rapport dans le cadre de mes recherches de thèse, donc je le connaissais depuis longtemps. Oui. Et suite à la crise des Gilets jaunes en 2018, il m'est apparu comme, j'allais dire, extrêmement d'actualité finalement par rapport à ce que le préfet disait. Et c'est suite à cette crise des Gilets jaunes donc, que l'Académie s'est saisie du rapport, en a trouvé effectivement un intérêt pour l'actualité et le propose à tous les Réunionnais aujourd'hui. D'accord. En 69 et 72, Michel Debré, il est député de La Réunion et il est encore au gouvernement. Donc il a été Premier ministre au début, dans les années 60, mais là il est quoi au moment où il commande ce rapport? Alors, Michel Debré est Premier ministre de 1959 à 1962. Date à laquelle il démissionne du gouvernement parce qu'il n'est pas en accord avec ce qui se passe pour l'Algérie. Il se présente aux élections législatives dans l'Indre-et-Loire, il est battu et c'est un concours de circonstances qui va l'amener en 1963, en mai 1963, à devenir le député de La Réunion. À partir de 1966, il va à nouveau occuper des postes ministériels et ce jusqu'en 1972. Donc en 1969, il est à la fois député, remplacé par son suppléant, puisqu'il est au gouvernement, et ministre. Mais ça n'est pas lui le ministre de l'Outre-mer, mais il n'empêche que les députés qui sont élus pendant la période gaullienne rendent des comptes finalement directement à Michel Debré, qui quelque part est un peu aussi ministre de la Réunion. D'accord. Alors qu'il est ministre de quoi à ce moment-là? Alors, il va occuper plusieurs fonctions. Il va être ministre de l'économie et des finances, puis après ministre de la défense nationale. Oui, c'est des gros ministères. Ministre aussi des relations étrangères. Donc, ce sont des très gros ministères qu'il occupe. D'accord. Et Cousseran, il succède à quel préfet? Parce que dans l'imaginaire collectif, on a la période Perrault-Pradier, le préfet très dur, qui est là pour bouter les communistes hors des postes électifs. Alors, ce qui est intéressant effectivement, c'est que dans la mémoire politique de cette période, on va dire des années 50 aux années 80, c'est Perrault-Pradier qui reste avant tout. Perrault-Pradier, il a été nommé par la 4e République, il est élu ici en 1956. À l'élection de 1956, on a 2 députés communistes sur les 3 de l'île qui se retrouvent élus. Et là, le gouvernement socialiste de Guy Mollet prend peur et il envoie ici ce préfet avec une mission claire qui est finalement de faire reculer les communistes de toutes leurs positions, ce à quoi il va s'attacher avec une énorme efficacité, utilisant des méthodes que
tout le monde maintenant, d'un point de vue de la recherche en histoire, n'hésite pas à qualifier d'antidémocratique. Oui. Et c'est ce même préfet qui va être reconduit après par la Ve République naissante. Et il restera là jusqu'en 1962, donc c'est une très longue période. 6 ans de préfecture. Voilà, jusqu'un peu avant l'élection de Michel Debré. Voilà. Et les préfets qui vont suivre sont, sauf pour le premier, pour Diefenbacher qui va suivre Perrault-Pradier, les autres vont être nommés en accord avec Michel Debré. Et clairement, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce préfet, il va marquer un changement dans l'attitude de la préfecture par rapport à la vie politique locale. Là, on parle de Cousseran. Là, on parle de Cousseran, c'est-à-dire que la Réunion de ces années 60-70, ça tout le monde le sait, elle connaît sa transition démographique, c'est-à-dire population qui augmente très rapidement, mais en même temps, ces années 70, avec l'action de l'État à travers le préfet Cousseran, mais aussi avec une action qui vient de la population elle-même, elle va connaître une transition démocratique. C'est-à-dire qu'on va passer lentement d'une réunion où le préfet organise la mainmise des caciques locaux sur les élections, à un préfet moderne qui est là, en tant qu'arbitre, en tant que voix de l'État, et qui doit garantir, le bon déroulement des opérations électorales. C'était quoi les moyens de truquer les élections à l'époque? C'était ça, on parle de fraude électorale. Oui, là, alors la fraude électorale, d'abord, c'est quelque chose qui malheureusement est ancré dans la vie politique réunionnaise. C'est-à-dire qu'on peut remonter à très loin. Les élections, elles sont extrêmement violentes. En 1914, juste avant la guerre, il y a des morts. En 1936, il y a des morts. Donc la vie politique ici est marquée dans le temps long du long XXe siècle. Elle est marquée par la violence électorale. Alors cette fraude, elle va se poursuivre, et je l'ai montré à travers mes études, c'est-à-dire clairement, même depuis la départementalisation, celui qui tient la mairie tient les urnes. C'est-à-dire qu'on voit, dans un camp comme dans l'autre, quand on tient la mairie, on a 90% des voix. Voilà, donc, oui, c'est ça, hein, c'était des scores à ce niveau-là. Mais j'allais dire, du côté de la droite, comme du côté des communistes. Oui. Bon. Et là, en 1956, là où les choses vont vraiment basculer, c'est que le nouveau préfet qui vient prend véritablement en main, l'organisation de la fraude. Il fait démissionner de force par des tas de moyens les municipalités communistes. Il réorganise par derrière des élections. Donc c'est une prise en main violente, organisée là par l'intermédiaire de la préfecture. Comment il fait pour faire démissionner des municipalités ? En faisant pression sur les élus, c'est-à-dire qu'on va aller trouver quelques élus, il suffit d'avoir un certain nombre de démissionnaires, et puis par derrière, tout le conseil doit à nouveau être réélu. D'accord. Ou alors on va inventer, des fraudes qui se sont déroulées lors de l'élection, on va annuler administrativement. C'est-à-dire que là, il va utiliser tous les moyens qu'il peut, qu'ils soient légaux ou illégaux. D'accord, le tribunal administratif est aussi dans le coup. C'est-à-dire que là, on est dans la période, la plus antidémocratique peut-être, en ce sens où là, entre 56 et 62, c'est vraiment à travers le préfet, l'État qui couvre tout ça. C'est-à-dire que les combats politiques entre clans de droite et entre clans de droite et de gauche, ce combat politique avait toujours été marqué par des affrontements, par des tensions, parce qu'on est aussi dans un monde qui est un monde colonial, où il y a un type de domination particulière qui se déroule sur la population. L'école est encore loin d'être développée comme elle est aujourd'hui, donc on est vraiment dans des affrontements. On est dans un apprentissage finalement de la vie démocratique, c'est-à-dire que ces violences, elles se sont passées aussi en France, dans l'Hexagone, bien avant, dans cette fin du 19e siècle. Donc on a un retard quasiment de 50 ans, il y a un décalage. La période 56-62, c'est là clairement une prise en main par l'État de ce type de fonctionnement.
Et donc Michel Debré est élu en 1963. On voit à travers, ses courriers personnels et les courriers qu'il envoie qu'il est extrêmement préoccupé par cette fraude. Quand il vient ici, il n'ignore rien de ce qui se passe. Il a pu en profiter peut-être au début, Michel Debré. Il en a quelque part profité, mais son élection en 1963, parce que pour sa première élection, donc il va y avoir une masse de gendarmes qui vont être amenés, une masse de médias, parce qu'il ne veut pas justement que son élection soit entachée d'une façon ou d'une autre. L'observateur du monde qui est là va dire, bon, malgré quelques éléments de fraude, etc., bon, Debré a été élu. Voilà, c'est-à-dire que peut-être que si tout avait été très démocratique, le pourcentage aurait été moins élevé, mais même les journaux un peu d'opposition vont reconnaître que, bon, globalement, voilà, pour des tas de raisons, de par ce qu'il incarne, de par la machine qu'il y a, etc., il se retrouve élu. Mais l'image qui va rester, c'est Debré égale fraude. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont paradoxales. C'est-à-dire qu'à la fois, et c'est ce qui va se passer au tournant des années 70 avec le préfet Couserans, parce que c'est lui qui va nommer le préfet Couserans, avec cette mission c'est pas du greenwashing, mais c'est du democratic washing. D'arriver à changer les pratiques électorales. Mais par exemple, quand en 1965, il y a des élections municipales où les listes, dites nationales, emportent des scores dignes, de ce qu'on pouvait trouver dans les meilleures dictatures, Michel Debré va dans la presse souligner officiellement la victoire des nationaux, des attachements, c'est-à-dire que finalement il couvre. Mais en dessous, parallèlement, on voit, mais ça va prendre du temps, il y a tout un travail qui va être mené par la préfecture, en particulier à partir de Couserans, pour essayer de mettre fin à ce type de pratique. C'est une volonté qui vient du haut de l'État quand même, de se dire... C'est une volonté, qui vient, en tous les cas, elle vient de Michel Debré. C'est-à-dire qu'on est dans ce paradoxe, c'est-à-dire qu'à la fois, par ses déclarations, il peut célébrer les victoires de ceux qu'il appelle les nationaux, alors qu'elles peuvent être entachées de fraude, et en même temps, on voit qu'avec le préfet, il essaye de faire en sorte qu'on change de système. Mais la grande difficulté, en fait, on peut prendre le cas de Michel Debré en 1900 et de Couserans, le problème qu'ils ont à régler en 70-71. La première circonscription où se trouve Michel Debré, elle est tenue en particulier, c'est toute une partie de l'Est, avec les frères Moreau. Voilà. Et en particulier le docteur Moreau qui tient Saint-Benoît. Ce sont deux grands employeurs de toute cette zone, donc du fait de toute l'économie qu'il y a là. Il est à la fois, il est compliqué pour eux, parce qu'il y a un absolu qui est la lutte contre le communisme, de, stopper les grands caciques qui ont toujours l'habitude de fonctionner d'un point de vue politique en contrôlant de manière forte la vie politique, et en même temps de ne pas faire place nette pour les communistes. C'est-à-dire que mettre un certain nombre de ces fraudeurs directement derrière les barreaux, c'était aussi faire... Dans le raisonnement de l'époque. Donc on est constamment dans une sorte de compromis, et justement quand le préfet Couserans arrive ici, très vite, donc il arrive en 1969. Il y a des élections très dures qui se déroulent, il arrive pour des partielles qui se déroulent à Saint-André, cantonales et municipales. Et d'emblée, il va essayer de marquer le rôle de neutralité de la préfecture, en faisant intervenir la police, à la fois contre les nervis de la droite, et ceux qui, du côté des communistes, aussi causent des soucis du fait des affrontements entre bandes. Il va, par exemple, il va aller jusqu'à arrêter des gens en train de bourrer des urnes, ce qu'on va lui reprocher. C'est-à-dire que, et ça on le voit à travers les archives, les grands caciques locaux, les grands leaders de la droite locale vont envoyer le sénateur Repiquet, qui est proche de Debré, c'est lui qui est à l'origine de l'avenue de Debré, pour faire des reproches
au préfet en lui disant mais vous êtes en train de qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de faire le jeu des communistes. Et Cousseran va répondre, j'allais dire, mais en taclant complètement ses élus, en leur disant mais imaginez qu'un parlementaire, qu'on soit en France et qu'un parlementaire vienne me voir en me disant que il faut que je libère quelqu'un qui était en train de bourrer les urnes. Qu'est-ce qu'on ne dirait pas? Donc il est véritablement dans un bras de fer lors des législatives, lors des municipales de 1971. Et en 69, sur cette élection très dure dont vous venez de me parler, qui est-ce qui gagne à la fin? Alors, ça va être la droite qui va l'emporter, mais il va y avoir un deuxième tour et on commence à avoir des résultats qui ressemblent à des résultats. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une victoire dès le premier tour à 80%. Donc il y a un deuxième tour. Cette action politique, elle va amener aussi en 1971 l'élection de 5 élus de gauche. C'est lesquels alors? Alors on va avoir en particulier, c'est le moment où Vergès prend la mairie du port, c'est le moment où on va avoir Wilfried Bertil par exemple qui va être élu pour prendre là des personnages connus, qui va prendre Saint-Philippe. La possession va également être prise, donc Saint-Louis à travers une coalition, mais en tous les cas pour la première fois depuis 1956 on voit des autonomistes et des communistes gagner des élections, et ça c'est sans le préfet Cousseran, c'est-à-dire que sans que le préfet ça Cousseran... ne se serait pas passé, je veux dire, sans le préfet Cousseran. Sans doute que ça aurait pu se passer autrement. Voilà, c'est-à-dire si on avait continué à faire autrement. Mais il ne faut pas oublier non plus que, et c'est là que ça rejoint ce que Cousseran dit de la société réunionnaise, il y a aussi une montée de la classe moyenne. Et cette classe moyenne, elle refuse de plus en plus, j'allais dire, de voir les élections chaque fois être le théâtre d'affrontements, de bourrage d'urnes, et va se créer un mouvement qui s'appelle l'Association pour le déroulement normal des opérations électorales, qui va regrouper des gens de centre droit, on va dire, et de gauche, qui du coup va être, comme les communistes y participent, ça va être désigné par la droite comme étant un instrument des communistes, mais on a des gens qui veulent que les élections se déroulent comme doivent se dérouler des élections. Donc on a fois... c'est pas dénoué, elle arrive en 70 aussi au moment de... 69. Voilà, c'est-à-dire qu'on a à la fois cette modernisation qui est en train de se produire, elle vient à la fois d'une demande d'une partie de la population qui est plus éclairée et qui ne se reconnaît pas dans la façon de fonctionner qu'il y a eu jusque-là, et d'autre part par le préfet qui vient véritablement pour moderniser. Mais il lui a fallu, j'allais dire, une poigne de fer face aux élus locaux pour s'imposer. Mais en même temps, c'est pas par hasard que Debré a choisi Cousseran. Cousseran est quand même quelqu'un qui a été déporté dans les camps de concentration. C'est un résistant, donc c'est un homme qui a un passé derrière lui qui en fait un homme à poigne, qui n'a pas froid aux yeux, quoi. C'est-à-dire il n'avait pas d'engagement politique, Cousseran, mais en revanche il avait une réputation de résistant. Cousseran a été engagé politiquement par la suite dans la droite gaulliste. C'est un gaulliste, voilà. Mais quand il vient en tant que préfet, bien sûr, j'allais dire... on est dans un monde bipolaire où il y a les communistes d'un côté et le reste du monde de l'autre. Et donc l'objectif du préfet, c'est finalement de faire en sorte que la droite nationale gagne. Mais, et c'est ce qu'il souligne très souvent dans les courriers qu'il échange avec Debré, il dit « J'essaie de leur faire comprendre qu'on n'a pas besoin de tricher pour gagner. » Voilà. Parce que c'est son analyse, c'est sa vision. Les autonomistes, même s'ils sont importants, sont minoritaires. Que la droite, si elle est unie, elle ne doit pas avoir de problème pour quand même avoir une majorité d'élus. Ce rapport, c'est pas un seul document, c'est une suite de courriers à Debré, c'est ça? Non, ce rapport, c'est un seul document. C'est-à-dire qu'il a, moi je l'ai éclairé justement à travers tous les courriers qu'il a pu échanger avec Debré sur l'ensemble de sa période à La Réunion.
Mais là, c'est un document d'une 12aine de pages qu'il envoie et dans lequel il fait un tableau, c'est le titre même qu'on a utilisé, donc un essai de diagnostic sur la population réunionnaise. Et ce qui est quand même assez étonnant, c'est sa vision de la société, parce que ce qu'il dit, c'est ça. Il y a une société, ce qu'il appelle une société rurale primaire, qui constitue à peu près 60% de la population, qui est dominée par une élite qui s'appuie sur un mode de fonctionnement qui vient d'une société ancienne, coloniale, oui. Et à côté de cette société, et qui est complètement dominée, c'est-à-dire que par exemple... Dans le vocabulaire, on parle déjà de colonialisme, de colonial, ou c'est une période où ça n'est pas encore dans les Lui n'utilise pas le terme de colonialiste, mais il parle de cette élite dirigeante comme une élite qui tient à sa botte véritablement cette société rurale, ne serait-ce qu'à travers un seul élément que Debré avait déjà repéré, que lui repère, c'est-à-dire c'est l'AMG, l'aide médicale gratuite. Les bons roses, le fameux docteur Moreau qui en distribuait, qui ont été mis en place. Alors, le docteur Moreau, comme d'autres médecins, vont être très impliqués dans ces années-là en politique, mais pour une simple et bonne raison, c'est que un médecin, pour recevoir du public qui bénéficie des bons roses, il doit être habilité par le maire. Bien. Sinon, il ne peut pas recevoir ce public. Quel est le meilleur moyen que d'être habilité par le maire, que soit d'être, ami au maire, soit de devenir maire soi-même. Donc, les maires tiennent aussi la population, ne serait-ce qu'à travers ces bons d'aide médicale, à travers les emplois. Les maires sont gros pourvoyeurs d'emplois. Donc, même avec la meilleure volonté du monde, même sans esprit forcément de dominer cette population, il y a un clientélisme. Tout cela, Cousseran l'écrit, il parle de clientélisme, de système avec les bons roses. Décrit ce système de fonctionnement. Et il dit, à côté de cela, depuis la départementalisation, il y a quand même des progrès qui ont été faits, et une classe moyenne est née. Mais, dit-il, malheureusement, cette classe moyenne, elle ne cherche pas d'abord à investir l'argent qu'elle gagne dans le développement de la Réunion. L'argent qui vient, elle va le renvoyer vers la métropole. Et puis cette classe moyenne, elle ne cherche qu'à satisfaire ses besoins de consommation. Et elle se désintéresse de la politique. Voilà, ce qu'il trouve dommage pour la société. Donc voilà, il dépeint une société finalement dans laquelle il y a une masse de population qui vit dans la misère, qui dépend d'une élite, qui utilise des moyens parfois peu légaux pour garder le pouvoir, et face à ça, une classe moyenne éduquée qui est en train d'émerger, mais une fois qu'ils ont un métier, la seule chose qui les intéresse, c'est la société de consommation. Et d'ailleurs, il donne un élément en disant à Michel Debré, bon, ça ne suffit certainement pas, mais c'est un bon indicateur. Il y a tant de voitures, il y a tant de télévisions. Oui. Voilà, ce qui montre que la société est en train de changer. Et il a un regard très critique sur le consumérisme qui s'installe. Oui, exact. Il a un regard très critique sur cette société de consommation qui est en train de se mettre en place à La Réunion, tout en reconnaissant, les bienfaits de tout ce que les infrastructures, l'école, etc. ont apporté. Mais c'est une critique de la société de consommation qu'il est en train de faire. Il n'outrepasse pas un peu son rôle de simple préfet, non? Les préfets de cette époque, les préfets des années 60 en particulier, mais à l'échelle du territoire, ont joué, il y a des colloques en histoire qui ont été faits dessus, ont été des acteurs déterminants dans la politique de modernisation de la France, dans l'aménagement du territoire. C'est-à-dire que les rapports de préfets de ces époques-là sont extraordinaires pour un historien parce que c'est véritablement un acteur, c'est-à-dire qu'il fait un bilan, il fait des propositions. Cousseran fait aussi, lui, parce qu'il ne fait pas seulement un diagnostic, à la fin il fait des propositions en disant voilà ce qu'il faut faire pour essayer d'améliorer la situation. Mais toute une partie des préfets de cette période gaulienne sont des hommes comme ça, qui sont de véritables aménageurs. D'accord. Et on est passé aujourd'hui à des préfets qui sont très administratifs. Travailler aujourd'hui sur des rapports de préfets, pour un historien, c'est d'une tristesse absolue.
C'est-à-dire que c'est pas la grande époque de la préfectorale, quoi. Là, on est revenu à de l'administratif. Là, on est beaucoup dans l'administratif, c'est-à-dire que ce sont des problèmes de type administratif. Là, ce sont à la fois des acteurs de l'État, des représentants de l'État, et en même temps, quelque part, des politiques. Tout en devant garder une certaine neutralité, mais du fait de l'action qu'ils sont amenés à mener, ils jouent quelque part, ce sont des relais du politique. Ça reste aujourd'hui des relais du politique, mais le rôle du préfet est devenu beaucoup plus administratif. Voilà. À l'époque, quand il sort son rapport Couserand, qu'est-ce qu'on en sait de la société réunionnaise? Comment on l'envisage, ce préfet Couserand à La Réunion? Il n'a pas de rue, par exemple, aujourd'hui. Mais c'était pas il faut quand même attendre de mourir avant d'avoir une rue. Mais à l'époque, il est apprécié comment, cet homme-là? Alors, ce qui est intéressant, c'est que Couserand, donc, il a eu une carrière de préfectorale coloniale. Il a aussi été élu. Il est élu en région parisienne et on vient le chercher. C'est-à-dire que il est maire. Et en 69, on lui dit voilà, on a besoin de vous. Mais ça, c'est important parce que, par exemple, dans le village d'où il vient, il a fait des aménagements urbains. Il y a un stade aujourd'hui qui porte son nom. Donc, quand il vient ici, il a à la fois, j'allais dire, la casquette de préfet et en même temps, il a été homme politique, aménageur. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans son regard et dans son action. Mais en fait, son nom n'est pas resté pour une bonne et simple raison, c'est que, j'allais dire, d'abord, ça n'a pas été, contrairement à Perrault Pradier, ça n'a pas été quelqu'un qui a marqué à travers son action de manière tellement négative que c'est resté dans les mémoires. En même temps, il s'est heurté aux caciques locaux. Donc les grands ténors politiques ici aussi n'ont pas forcément apprécié son action, pour des raisons diverses et variées. Donc voilà. Mais les Vergès, les Bertil, les Roland Robert, ils auraient pu lui rendre hommage d'une certaine façon. Sans doute qu'effectivement ces hommes-là auraient pu lui rendre hommage. Mais c'est plus simple, je vais dire, avec le recul, parce que à l'époque, ça reste quand même un préfet représentant de l'État et de toute l'image qu'il y a derrière. Et le combat, là, je pense en particulier aux communistes, le combat, c'est arrivé à l'autonomie. C'est un adversaire de l'autonomie, c'est clair. Donc, on va quand même pas célébrer quelqu'un qui a combattu. Avec le recul des mémoires, c'est plus simple, j'allais dire, je pense, de voir les choses. Mais dans toute cette période qui va jusqu'aux années 80, je pense que c'est si ce n'est le préfet, qui a véritablement, parce que ça marque un tournant. La Réunion est elle-même, à travers ses propres dynamiques, elle est un tournant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi sur la 4e de couverture cette photographie de Pierre Roselli avec son groupe dans une voiture de type américaine avec la guitare électrique, la baffle, derrière l'immeuble sur lequel figure cette publicité Coca-Cola. C'est la Réunion des années 70. C'est ça aussi. Cet immeuble il me semble que je le reconnais, c'est à Saint-Denis, c'est à Saint-Denis. Là, il faudrait que j'aille rechercher. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'on l'a choisi. La Réunion des années 70, c'est aussi, c'est à la fois une Réunion qui reste pauvre, traditionnelle, mais en même temps avec une société qui est en train de s'ouvrir au monde. Et ce préfet-là, il arrive à ce moment où il y a aussi une autre attente dans la jeunesse, il y a une autre attente politique, il y a une autre attente sociale, et lui va venir commencer à poser véritablement les bases d'un fonctionnement démocratique. Voilà, de permettre que, quel que soit le point de vue politique que vous défendiez, qu'une élection ressemble à ce qu'est une élection aujourd'hui, c'est-à-dire que le suffrage des électeurs soit respecté. Vous, comment vous avez mis la main sur ce rapport? C'était un rapport secret dans un premier temps? Non. Il fallait attendre qu'il sorte Ça n'est pas un rapport dit secret, c'est un rapport préfet. Alors j'ai fait ma thèse sur Michel Debré, l'île de la Réunion, et dans ce cadre, j'ai été amené à classer le fonds d'archives de Michel Debré concernant la Réunion, qui était à l'époque à Sciences Po.
Voilà. Oui. Donc, et c'est dans ce cadre-là que j'ai croisé tous les courriers C'est il y a faits. une quinzaine d'années alors que vous l'avez, J'ai soutenu ma soulevé. thèse en 2001. Oui, c'est Voilà. ça. Donc ça fait une grosse quinzaine d'années. Ce rapport m'a toujours marqué. Oui. C'est-à-dire qu'on était au début des années 2000 et connaissant ce qu'est la société réunionnaise, ça m'a tout de suite. Il y a un élément particulier qui vous avait marqué dans ce rapport? Une Oui. phrase, une... En fait, c'était à la fois le préfet qui critique finalement les politiques qui sont là et qui sont autour de Debré et que Debré soutient ouvertement. Avec en plus ce qui m'avait marqué sur ce rapport, donc avec une analyse de la société de consommation qui se met en place et avec une annotation manuscrite de Debré mettant, c'est un excellent rapport. C'est une vision extrêmement intéressante. C'est-à-dire que Debré partageait lui-même cette vision de la société. Voilà. Donc concrètement, il a réussi donc au moins en matière de démocratie à rendre les scrutins plus légaux, quoi. Est-ce que les autres propositions que formule Couserans là-dedans ont pu être suivies d'une manière ou d'une autre? Ou là, c'est resté lettre morte? Parmi les propositions qu'il fait pour changer la société, il y en a quelques-unes quand même qui sont prémonitoires. Par exemple, ça a été aujourd'hui, toutes les communes sont rassemblées en regroupement de communes. C'est ce que demande Couserans. Il dit voilà, pour agir sur le territoire, il faut passer à une autre dimension que celle de la commune. Et Paul Vergès est le premier à le faire avec le Sivomer. Voilà, non mais et en ce sens-là, c'est prémonitoire. Il parle de quoi? Il parle de politique de contrôle des prix et des revenus qui passe par la maîtrise des salaires de la fonction publique pour lutter contre la cherté de la vie. C'est-à-dire que on est dans les problématiques d'aujourd'hui. Observatoire des prix. Observatoire des prix. La création de coopératives pour accompagner le monde paysan. On voit comment le monde agricole est organisé. L'amélioration des transports publics hors agglomération urbaine. La problématique se pose toujours, mais il y a des choses qui ont été faites. Création d'une conserverie pour les produits de la pêche et du maraîchage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle par exemple aussi de lycée de la mer. Donc, il avait vu cette importance, cette ouverture maritime que l'on n'exploitait pas suffisamment. Et en profondeur, vous avez lié ce rapport aux Gilets jaunes. C'est-à-dire que ce qu'il décrit en 1970 existe toujours dans les racines du mal réunionnais on retrouve, en 2018. J'allais dire, ça fait écho, effectivement. C'est-à-dire que la Réunion, c'est quoi? J'aime à dire que la Réunion, c'était à l'époque, dans les années 60, 70, c'était un monde à construire. Voilà. Aujourd'hui, c'est un monde à transformer. Et ce qui a été fait, c'est que il suffit de regarder la Réunion par rapport au territoire alentour, j'allais dire, ne serait-ce que par rapport à la façon dont on a réagi vis-à-vis de la crise Covid, j'allais dire, les infrastructures médicales dont on dispose ici sont sans aucune mesure avec ce qu'on peut trouver à Madagascar, à Maurice ou aux Seychelles. Donc la Réunion, c'est ça. Mais en même temps, c'est 38% de la population sous le seuil de pauvreté. Voilà. Donc, cette vision duale de la société, avec d'un côté une société qui est accrochée, qui arrive et qui fait vivre la société de consommation, et de l'autre côté, une masse de population qui est soutenue d'une façon ou d'une autre et qui est dans la misère, on est dans le même schéma. Bien sûr, on n'est plus à la même époque, mais on est finalement dans le même schéma que ce que décrit Couserans. Donc, je trouve que ça interroge. Voilà, ça devrait nous amener à réfléchir sur ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que c'est de l'histoire, c'est un constat. C'est-à-dire que ça n'est pas notre rôle de dire c'est bien, c'est mal, etc. C'est juste présenter ce rapport dans son contexte, le faire comprendre ce qu'il décrit, ce qu'on peut en retirer, ce qu'on peut critiquer. Parce que, par exemple, Couserans a aussi
sa grille de lecture de métropolitain des années 70 sur la vie réunionnaise. Voilà. Par exemple, cette forme de nonchalance que l'on peut trouver chez le créole, c'est des images qui sont ancrées dans le temps très très long. Mais j'allais dire, ça fait partie des clichés, des grilles de lecture, d'ailleurs parfois pour certaines qui perdurent encore. Donc j'allais dire, il faut aussi lire ce rapport avec cette contextualisation qu'apporte un regard historique. Mais en ayant ce regard critique, ce rapport-là, il faut le poser sur les tables du président de région, de la présidente de région, du président du département, de tous les députés, de tous les maires, non, pour qu'ils s'en inspirent. C'est on essaye effectivement de leur transmettre ce document. Alors, pas forcément pour qu'ils s'en inspirent, parce que, j'allais dire, mais pour qu'ils prennent la mesure de la profondeur de la situation qu'il y a, et pour essayer de réfléchir ensemble, et c'est la conclusion que fait Monseigneur Aubry, qui propose la tenue d'une conférence territoriale pour essayer de résoudre les problèmes à travers un plan d'action qui soit pensé par les Réunionnais, par les acteurs de la Réunion eux-mêmes, plutôt que de se retrouver toujours dans ces collectivités qui ne sont pas du même bord, qui sont face, qui ont aussi, même avec parfois les meilleures intentions du monde, mais c'est pas simple de gérer les compétences des uns vis-à-vis des compétences des autres. Donc c'était l'idée d'essayer de prendre une décision commune, parce que je pense que le problème qu'a la Réunion aujourd'hui, mais là je prends à la fois ma casquette de citoyen mais ma casquette d'observateur en tant que chercheur en histoire, c'est qu'à la Réunion comme en France, il y a une crise des idées. Voilà. C'est-à-dire que quand on regarde la vie politique aujourd'hui, quand on regarde les propositions qui sont faites, par exemple dans le cadre de la campagne législative, on est à chaque fois dans des mesures que j'appellerais des mesures de court terme, pour essayer de coller des rustines sur ce modèle qu'on a eu jusqu'à présent, qui se veut être un modèle de rattrapage. On parle toujours de rattraper le modèle métropolitain, mais la question qu'on peut se poser, mais ça implique des tas de choses, c'est que est-ce que finalement, plutôt que de vouloir rattraper un modèle qui fonctionne à 10 000 km de chez nous, dans un environnement qui est différent, est-ce qu'on n'aurait pas à chercher aussi une dynamique propre? Voilà, c'est toute la question ce sont des questions que soulève ce rapport. C'est-à-dire que le plus intéressant dans ce rapport, ce ne sont pas les réponses qu'apporte le préfet, même si pour certaines, on voit qu'il y en a qui sont prémonitoires, ce sont les questions. Voilà. C'est-à-dire que je pense que pour arriver à mettre en œuvre un véritable projet utile à la Réunion, il faut savoir se poser les questions, et les bonnes questions. Parce qu'il y a quand même quelque chose, on peut leur reprocher des tas de choses à Debray d'un côté, à Vergès de l'autre. Mais il n'empêche que sur cette période, après on pouvait être en accord ou en désaccord, l'un comme l'autre font partie quasiment des seuls hommes politiques à avoir proposé des plans de développement pour la Réunion. C'est ça, le plan de développement actif, il y en a eu plusieurs. Après, on peut, mais c'est-à-dire que le Parti communiste réunionnais, depuis 1959, il avait un programme. Alors c'était un programme, là aussi, il faut contextualiser tout ça, et il faudrait avoir un regard critique, ce que n'ont pas forcément toujours les acteurs d'un bord comme de l'autre. Mais le Parti communiste réunionnais, depuis 1959, il propose, il dit voilà, sur le plan culturel, voilà ce que je veux, sur le plan économique, voilà ce que je veux. C'est inspiré dans ces années-là du modèle communiste, de planification, de collectivisation des terres, etc. Mais il y a un projet de développement. Là, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué de savoir quel est le projet de développement qu'on veut pour la Réunion. Donc, Cousteran reviendrait aujourd'hui à la Réunion, il pourrait prendre un rapport tout aussi critique que celui-là, j'ai l'impression. C'est ça qui interroge finalement. C'est-à-dire que ce qui serait bien, c'est que les élus d'aujourd'hui, ou le Réunionnais, à une autre échelle, qui lit ce rapport, se disent mais c'est quand même fou. C'est un rapport qui date de 71, c'est-à-dire ça fait 50 ans.
Et il y a des choses, le problème, il est toujours là. Par exemple, je vous disais tout à l'heure, alors il évoque la question de la migration, qui aujourd'hui a pris un autre questionnement, mais elle est toujours là. Il parle de l'amélioration des services municipaux, il parle de la création pour changer les choses. Il dit voilà, il faut produire un conflit de génération pour accélérer le changement. C'est-à-dire qu'il faut de la jeunesse. Ça interroge aussi. C'est-à-dire, et je pense que c'est la difficulté. Pas faire partir les cerveaux en métropole qui ne reviennent plus ensuite, quoi. Ça fait partie de ça aussi. Il parle des difficultés de l'éducation. Donc on y est toujours. Donc bien sûr, les réponses qu'on a apportées aujourd'hui seront différentes, parce que la façon dont on va poser les questions aussi sont différentes. Par exemple, en 70, en tous les cas, dans la société réunionnaise, on ne se pose pas la question en termes de développement durable ou d'écologie. Aujourd'hui, je pense que réfléchir à un plan de développement pour la Réunion, ça ne peut pas se faire sans aborder cette question, ou ce dont tout le monde parle. C'est-à-dire, moi, il y a quand même, suite aux dernières crises qui viennent de se passer, ça a commencé avec les gilets jaunes et là c'est accentué avec l'Ukraine. On entend tout le monde, on entend cette expression sans que forcément on ait vraiment une idée de ce qu'on veut, mais autonomie alimentaire. Oui. Tout à coup, cette expression qui n'était pas là, on la voit sortir. Donc les réponses à apporter aujourd'hui sont différentes. Mais de mettre de la profondeur, ça montre aussi que la complexité de l'histoire. C'est-à-dire qu'on analyse souvent cette période comme un affrontement binaire de Debré-Vergès, ce qui est une part de la réalité, mais derrière il y a aussi des jeux d'acteurs. Et on se rend compte à travers le rôle de ce préfet que Debré lui-même, j'allais dire, fait face à des acteurs locaux qui ont leurs propres intérêts, leurs propres visions, leurs propres dynamiques, sans que forcément, au sens négatif du terme, mais avec lesquels il faut compter. Je vais vous donner un exemple simple qui permet de comprendre les choses et qui permet de comprendre que Michel Debré, tout ministre qu'il avait pu être, n'était pas un deus ex machina capable, dans un claquement de doigts, de faire ce qu'il veut. En 1959, il vient ici, il est Premier ministre. Il se rend compte que ça manque d'un lycée dans le sud. Parce qu'en plus à l'époque on n'a pas encore la route du littoral, donc tous ceux qui veulent faire des études dans le sud, il n'y a que le lycée Le Comte de Lille. Il faut être en internat, donc il faut avoir les moyens, donc il dit voilà, il faut un lycée dans le sud. Le maire de Saint-Pierre ne veut pas de ce lycée. D'ailleurs un des arguments qu'il donne, c'est que ça va amener des embouteillages dans ma ville. Le maire du Tampon, lui, voit quelque chose d'intéressant, il saute sur l'occasion, il donne du terrain. Debré rentre, il débloque des crédits en 1960. Le ministre de l'Éducation vient ici pour poser la première pierre de ce lycée. Debré arrive en 63 en tant que candidat, première chose qu'il demande à voir, c'est le lycée. Et là, gros malaise autour de lui, et on pousse le préfet devant pour dire vous allez lui expliquer que le lycée n'a pas été construit. Pourtant, depuis 3 ans, il y a les crédits. Les crédits ont été débloqués, mais ils ont été utilisés à autre chose. Donc colère, bien sûr, de Michel Debré, et à ce moment-là, il reprend le téléphone, il agit pour que ce lycée soit enfin construit, et c'est... à l'époque, c'était le seul bâtiment, il a été construit nuit et jour, donc pour que ce soit ouvert. Mais vous voyez, c'est-à-dire que même Premier ministre, il n'a pas réussi à faire bouger un maire. Voilà. Donc c'est toute cette complexité aussi dans le jeu politique qu'il faut arriver à comprendre, et je pense que de comprendre d'un côté comme de l'autre. Que les choses sont complexes, que les jeux d'acteurs sont compliqués, que parfois on est dans le compromis, parfois dans la compromission, mais quand on a des regards qui sont des regards comme celui qu'apporte Couserand dans ce rapport, dans lequel on a une vision qui est fine, qui interroge, ça mérite quand même d'être donné à la réflexion. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec l'Académie de l'île de la Réunion.
Et la personnalité de Gilbert Aubry aussi m'interroge parce qu'il est journaliste, il est prêtre, il deviendra évêque, donc il a suivi ça de très près, quoi, finalement. Et c'est presque étonnant, c'est le fil rouge. Bon, il y a aussi Wilfrid Bertil, hein, mais qui doit être un peu plus jeune que Monseigneur Aubry, hein, lui. Mais Gilbert Aubry, qui a sa nomination en 75, qui devient le plus jeune évêque de la Réunion, il va jouer bien sûr un rôle dans cette société, ne serait-ce qu'à travers son approche de la langue créole, à travers cette poésie et cette chanson qu'il va développer, à travers aussi sa vision interculturelle de la Réunion. Récemment encore, on a remontré ce qu'il avait fait à l'occasion de l'inauguration du pont de la rivière de l'Est, donc traditionnellement, et qui n'a pas plu d'ailleurs à Debray sur le coup. L'Église, à travers l'évêque, bénit ces nouvelles constructions, et là il a fait venir les représentants des principales religions sans que la préfecture ne soit vraiment au courant, ni les hommes politiques qui étaient là. Et chacun de ces grands dignitaires va aussi apporter sa bénédiction, puisque représentant chacun une partie de la Réunion. Donc à travers ce regard, à travers les relations qu'il a eues aussi avec Michel Debray, parce que Michel Debray, bien sûr, a eu de très nombreux entretiens avec l'évêque Monseigneur Aubry. Et par exemple, Monseigneur Aubry, je me souviens, il me l'avait dit, d'ailleurs, il l'a répété par ailleurs, mais quand je faisais mon mémoire de maîtrise, il m'avait dit, parce qu'on discutait sur la notion de peuple réunionnais, et entre l'acception culturelle que lui donne Gilbert Aubry, et bien sûr Michel Debray, c'est un juriste, donc dès qu'on parle de peuple, les choses sont claires. Mais un jour, Michel Debray lui a dit, mais Monseigneur, soyez donc le père de ce peuple. Donc voilà, c'est intéressant parce que ça permet de croiser les regards. Alors non pas que Couserans, il faut bien comprendre, Couserans n'est pas un modèle ni un héros. Voilà, on ne demande pas à ce qu'une statue soit érigée au préfet Couserans, mais c'est un document d'histoire, et en ce sens, il nous apparaissait intéressant de le livrer à la réflexion, non seulement bien sûr des chercheurs, mais qui le connaissent, parce que c'est déjà un document que j'ai publié à travers de nombreux travaux de type universitaire, mais que ça soit utile à la réflexion des Réunionnais et des politiques. Voilà. Ok, merci. C'est moi qui vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.